Bonjour, je suis Joseph Chouetti et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous. Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'interviewer Kamel Net Outaleb, CEO de Only One. Nous avons parlé de banques et de néobanques engagées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez similaire, l'épargne et surtout de l'impact de l'épargne. On va parler d'une application, Rift, qui se présente comme le Yuka de l'épargne et qui a déjà séduit en quelques mois plusieurs milliers d'utilisateurs. À son initiative, on retrouve une entreprise engagée, Lita.co, ainsi que de nombreux partenaires clés dans la finance engagée, parmi lesquels on retrouve par exemple Novetic et sa directrice générale Anne-Catherine Husson-Traoré, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans le premier épisode de Monétique où on a parlé de l'histoire de l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode de Monétique Léo Garnier. Tu es le directeur général de Rift. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien. Avant de développer un peu plus sur Rift, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours ? Il est déjà assez riche, tu as un esprit assez entrepreneurial, tu as travaillé pas mal chez Lita.co. Est-ce que tu peux développer ? Oui, tout à fait. Donc Léo Garnier, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Marseille, ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière professionnelle chez Lita. En fait, un petit peu par hasard, je me suis retrouvé en Belgique et j'ai créé et développé la filiale de Lita en Belgique. Jusqu'à rejoindre le projet Rift il y a un peu plus d'un an et demi. C'est vrai qu'à côté, j'ai aussi l'esprit entrepreneurial. J'ai monté avec un certain nombre d'amis une association qui s'appelle La Fourmilière qui permet de promouvoir l'engagement citoyen dans les associations de façon détendue, ponctuelle, pour stimuler l'engagement chez les jeunes notamment. Et là, donc, c'est une nouvelle aventure qui s'est lancée il y a un an et demi pour moi, qui est de prendre la direction générale de Rift, une application qui veut démocratiser la finance durable et éthique. Très clair. Comment tu t'es retrouvé donc, à ton jeune âge ? Bon, c'est aussi ce qui s'est passé pour Eva. Elle a enchaîné les études avec Lita. Comment la rencontre avec Lita s'est faite ? Tout à fait par hasard. C'est un petit peu information personnelle que je partage là, mais tout à fait par hasard. Comme beaucoup de gens cherchaient un stage de fin d'études, moi j'ai aussi travaillé aux Philippines dans le cadre d'un incubateur d'entreprise sociale qui s'appelle Gawat Kalinga. C'est là un petit peu que je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat social et que je me suis rendu compte que c'était dans ce domaine-là que je voulais développer en tout cas la première partie de ma carrière. En revenant en France, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire en France, que le milieu d'économie sociale en fait était en plein boom. À l'époque, on était en 2015. Et je suis tombé sur Eva, Julien, Pierre. On s'est rencontrés dans des petits bureaux dans la Pyrénées. Ils m'ont séduit, ils m'ont convaincu et donc j'ai signé pour 6 mois pour un stage, puis 4 mois de plus, puis 4 mois de plus et maintenant ça fait 4 ans et demi qu'on travaille ensemble. D'accord, ok. Tu es là depuis le début de l'aventure, quasiment. Quasiment, je pense que maintenant ça doit faire 6 ans, donc je suis arrivé, on était 7, maintenant tu as pu voir les bureaux ce matin, on est une cinquantaine, donc ouais, ça a bien grandi depuis. C'est des très beaux bureaux, je trouve. Donc pour ce podcast, on va s'intéresser donc, à l'impact de l'épargne, comme je le disais. Donc Rift, c'est une application qui est téléchargeable sur l'App Store, sur le Play Store. Qu'est-ce qu'elle propose concrètement à ses utilisateurs ? Alors l'ambition de Rift, c'est premièrement permettre à tout à chacun de connaître quelle est l'empreinte de son épargne, c'est-à-dire quelle est l'empreinte environnementale de son épargne, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise pour l'environnement aujourd'hui, également quels secteurs sont financés, dans quel pays mon épargne va financer des projets, quel est le type de sous-jacent qu'elle finance, donc est-ce qu'elle finance plutôt des entreprises, des grandes entreprises ou des PME, de l'immobilier, des États, et pour permettre à l'utilisateur de voir qu'il y a réellement un lien entre son épargne et le monde dans lequel il vit. On a l'habitude de dire l'épargne dort sur les comptes épargne. Ça, c'est ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. En fait, quand on laisse 100 000, 10 000 euros sur un livret A, la banque s'en sert, elle finance des projets avec, et c'est heureusement,
elle peut financer des bons projets et des projets qui sont plus ou moins en accord avec nos valeurs. Et donc le premier but de Rift, c'est de mettre en avant ce constat, que chacun puisse prendre ça en compte dans ses décisions d'investissement et d'épargne. Le deuxième objet, c'est un objet de pédagogie parce que on dit souvent dans le monde financier, bon, laissez faire les professionnels. C'est-à-dire que si vous allez voir votre conseiller, assez régulièrement, il va vous demander c'est quoi votre projet. Est-ce que vous voulez… Quand ils ne cherchent pas à vendre des produits, tout simplement. Tout simplement, mais le premier prix, ça va être quel est votre projet. Donc, est-ce que c'est vous épargnez pour vos enfants, vous épargnez pour un petit coup dur, vous épargnez parce que vous voulez vous lancer, ouvrir un restaurant et on ne vous demande jamais ce qui va être fait de l'épargne que vous mettez de côté. Là, on dit c'est mon boulot, je suis conseiller professionnel de la finance et donc je vais faire en sorte que vous ne perdiez pas votre argent et que vous en gagnez grâce à votre argent. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, tout à chacun est capable de comprendre ce que fait le professionnel de la finance. Il n'est peut-être pas capable de gérer son argent tout seul, mais en tout cas, il est capable de comprendre et de demander à son conseiller de financer des projets qui sont en accord avec ses valeurs. La troisième étape, c'est le passage à l'action. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, on propose toute une série d'actions qui permettent à un utilisateur, à moi, à des amis, à mes parents, de reprendre le contrôle sur leur épargne et de vraiment l'aligner avec leurs valeurs. Donc ça passe par l'engagement d'un discours avec le conseiller parce que nous, on est sûr que ce conseiller doit rester là, mais seulement apporter aussi un conseil extra-financier, donc savoir comprendre quelles sont les valeurs d'un épargnant pour lui proposer des produits financiers qui vont soutenir le monde dans lequel il a envie de vivre, il ou elle a envie de vivre, et également toute une série de questionnaires qui permettent de déjà découvrir des produits qui sont alignés avec mes valeurs. Ok, je comprends très bien. Sur le plan fonctionnel, comment ça fonctionne? J'arrive sur l'application, je rentre mes placements. Oui, tout à fait. En fait, ça se fait assez rapidement. Donc, j'arrive sur l'application, j'ai juste besoin de renseigner un email pour créer un compte qui est sécurisé. Ensuite, je vais vraiment rentrer mes propres produits financiers. C'est-à-dire que la spécificité de Rift, c'est qu'on ne va pas juste demander vous êtes à la BNP et vous donner une notation. On va vraiment vous demander quel produit financier vous avez. Est-ce que vous avez un livret A, un livret de développement durable, un contrat d'assurance vie avec spécifiquement les produits. Ouais. Parce qu'en fait, on peut être à la BNP et avoir des fonds responsables. Et on peut aussi être dans une banque qui est un peu mieux que la BNP en termes d'empreinte carbone, comme la Banque Postale, et avoir des fonds qui sont moins responsables. Tout à fait. Ce qui compte, c'est le détail aussi. Tout à fait. Et c'est là où on veut engager le dialogue entre un client et son conseiller pour trouver les produits dans son institution financière qui correspondent à ces valeurs. Donc comme je le disais, on arrive en quelques clics, ça prend à peu près 5-10 minutes pour rentrer ces produits financiers. Et là, l'application va calculer les différents indicateurs qu'on a, vous donner par exemple la répartition entre État et entreprise de l'utilisation qui est faite de votre épargne, également une empreinte carbone. Donc par exemple, est-ce que vous êtes, si tout le monde avait la même épargne que vous, le scénario climatique dans lequel on se dirigerait, c'est plutôt 1,5 degré, grosso modo c'est ce qu'il faudrait qu'on atteigne, ou plutôt 4-5 degrés, ce qui est la moyenne des grandes banques françaises. Ok, très clair. Oui, là-dessus on a écrit un article sur notre blog, le CAC 40 est à plus de 5 degrés, donc c'est un point assez important. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, Rift va nous donner des conseils si on souhaite aller dans la partie qui s'appelle Agir, je crois. Oui, alors je me permets de… Nous, juste pour préciser, nous on n'est pas conseiller financier. Ouais. Vraiment. Oui, bien sûr. Ah oui, le mot conseil n'était pas bien choisi. Rift va nous proposer des alternatives, on va dire plutôt. Tout à fait, oui. Et donc dans ces alternatives-là, donc comment ça fonctionne déjà aussi là? On répond à quelques questions, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors donc là, il y a avant ça une deuxième partie dans laquelle on va apporter de l'information. Il y a des news. Donc par exemple, si demain tu as des produits financiers dans lesquels il y a Volkswagen et qu'on a un deuxième scandale Volkswagen, on fait remonter des news pour aussi que chaque utilisateur puisse voir le lien. C'est personnalisé? C'est personnalisé. Moi, j'ai rentré des produits. Exactement, tout à fait. En fait, on a un fil de news qui est notamment en partenariat avec Novetic et Anne-Catherine que tu as déjà interviewé. Et donc, il y a un fil qui est généraliste. Donc là, on fait remonter toute une série de news. Et on a un fil qui est personnalisé. Et donc là, si par exemple, il y a une information qui tombe sur BNP annonce qu'ils vont s'aligner à un scénario 1,5 degré, on attend cette annonce avec impatience, eh bien, cette annonce va remonter si j'ai des comptes BNP. Si par exemple, j'ai investi dans une entreprise française comme Saint-Gobain et qu'il y avait un scandale sur Saint-Gobain, de la même façon, je serai informé. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ça me permet de suivre régulièrement quels sont les événements du monde réel avec lesquels sont liés mon épargne. Donc ça, pour les donner là-dessus, juste pour creuser un peu là-dessus, c'est Novetic qui vous fournit ces informations ou il y a d'autres… Alors, Novetic, principalement, nous fournit le contenu journalistique. On travaille également avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, on travaille avec Oxfam, Finansol, 2 Degrees Investing, la NEC Initiative et Carbon 4, qui
au-delà de leur activité, soit de notateur, soit d'activisme, produisent du contenu et on se permet aussi de partager ce contenu-là sur cette partie. En revanche, toute l'architecture interne de matching, ça c'est un produit qui a été fait en interne par l'ITA et qui est en constante évolution pour vous donner le plus précisément possible l'information qui est véritablement liée à votre épargne et donc pouvoir connecter ce qu'on veut, le monde réel avec notre épargne. Okay. Effectivement, tu commençais à le mentionner, donc la troisième partie, la partie agir, on a une première action qui est toute simple, c'est d'écrire un mail à son conseiller financier en expliquant qu'on a téléchargé Rift, en montrant les résultats qu'on a obtenus pour engager le dialogue. Ça, on pense que c'est la première étape. On n'est pas du tout pour taper sur les conseillers financiers, c'est des personnes qui font le maximum pour leurs clients et on pense que par contre, il y a un besoin d'engager le dialogue sur autre chose que risque-rentabilité et qu'on parle de finances humaines, qu'on parle de finances qui est connectée au monde réel. La deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, c'est effectivement de répondre à un questionnaire. Et là, j'ai bien aimé tout à l'heure, tu disais, moi je ne veux pas seulement parler de finances durables, je veux parler de finances éthiques. Nous, on veut parler de finances qui correspondent aux valeurs des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a toute une série de questions qui peut être, est-ce que tu veux, on a beaucoup parlé d'indicateurs environnementaux, est-ce que tu veux une épargne qui est responsable de l'environnement, de la planète? Ça, c'est un premier choix. On peut aussi, par exemple, décider de vouloir investir dans des entreprises qui sont européennes. Moi, par exemple, je peux décider que je n'ai pas envie d'investir dans des entreprises chinoises ou de soutenir des produits financiers qui soutiennent le gouvernement chinois parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe avec les situations des Ouïghours, par exemple. Ouais. Et donc, c'est vraiment un questionnaire qui permet de comprendre les valeurs propres à l'utilisateur, qu'elles soient sociales, sociétales, qu'elles soient juste de choix d'affectation en termes de pays, de zone géographique. Peut-être que j'ai envie d'investir à Marseille parce que je suis content d'être Marseillais. Et à la suite de ça, on va proposer toute une série de produits financiers qui peuvent être des produits financiers bancaires, donc des livrets A spécifiques, des livrets développement durable, etc., des produits, des contrats d'assurance vie, des fonds spécialisés dans l'économie circulaire, par exemple, des fonds spécialisés dans la biodiversité, mais aussi des produits spécifiques qui sont des parts sociales d'entreprise, par exemple, ou des obligations spécifiques d'entreprise. Et donc, un exemple, peut-être que les personnes qui nous écoutent connaissent Enercop, qui est un fournisseur d'électricité qui développe des solutions d'électricité durable. Par exemple, acheter des parts sociales d'Enercop, c'est une façon de mettre son argent au service de la transition. Ok, très clair. Donc justement, là, c'est un peu en lien avec ça. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent, qui ne sont pas forcément directement liées à l'épargne. Donc là, dernièrement, on a des néobanques vertes qui sont lancées. On a interviewé Kamel de OnlyOne. On a également des solutions de crowdfunding equity, du crowdlending, donc plus ou moins engagées selon les initiatives. On a l'ITA, on a Mimosa, en un peu plus généraliste, on a October. Il y a énormément de solutions. Il y a énormément de standards, il y a plein de labels. On a les labels qui sont reconnus par l'État, ISR, label Greenfin, on a d'autres labels, label Finansol. Comment est-ce qu'on peut se repérer, selon toi, parmi toutes ces solutions qui existent? Oui, si tu me permets, je vais répondre en deux temps. D'abord sur les solutions. Effectivement, c'est quand même une tendance de fond depuis plusieurs années, l'apparition d'une finance durable, d'une finance alternative. Donc tu parlais de Mimosa, de l'ITA également. Ça, c'est des solutions qui sont un petit peu alternatives. Elles ne concernent pas la majorité de l'épargne des personnes. On est très heureux chez l'ITA de proposer des produits qui sont résolument engagés, mais on sait que ça va concerner 10-15% de l'épargne des Français. On a vu, nous, pendant le confinement, on a la chance, on a une activité qui n'a pas du tout baissé chez l'ITA. On a une communauté qui, au contraire, s'est surengagée et une vraie volonté par les particuliers face à cette situation un petit peu inédite de mettre à disposition leur épargne pour qu'elle serve un projet de société qui fait sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu chez l'ITA et je pense que cette tendance de fond, elle se matérialise aussi dans toutes les nouvelles initiatives qui existent plutôt depuis, disons, cet été ou un petit peu avant. Ouais. Tu as cité OnlyOne, Helios, il y en a un certain nombre, des solutions aussi d'épargne qui sortent. Moi, j'en vois quasiment pas une par semaine, mais on n'est pas très loin, effectivement. Et je pense que c'est révélateur du fait qu'il y a une tendance de fond des épargnants qui ont fait la transition dans leur consommation sur les 4-10 dernières années et qui vont faire la transition sur leur épargne dans les 5-6 prochaines années. Je pense qu'on a aussi un marqueur fort. Si tu regardes les intitulés des rapports d'activité de la BNP, de la Banque Postale, d'ING, c'est pour le monde de demain, pour une finance durable. Donc on n'est plus sur des initiatives qui concernent une petite partie des gens, qui concernent une petite partie de l'épargne, comme ça pouvait être le cas avec Mimosa ou l'ITA quand on a été lancé il y a 5-6 ans, au tout début. Maintenant, c'est une tendance de fond qui concerne tout le monde et qui doit concerner l'ensemble de l'épargne.
Ouais, chez l'ETAP, d'ailleurs, il y a un chiffre que Eva a publié il y a quelques temps. Vous avez atteint, il me semble, les 60 000 investisseurs. Tout à fait. Donc voilà, on voit que c'est plus tout simplement une petite tendance. On est vraiment enfin, il y a vraiment eu un changement sur les dernières années. Oui, tout à fait. Et on voit même par exemple, moi, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Les 6 premiers mois où j'ai développé l'ITA en Belgique, pour aller convaincre des investisseurs, j'allais dans les magasins de l'entreprise qu'on finançait parce qu'on était quelques dizaines, quelques centaines d'investisseurs sur la plateforme. Et ça nous a pris plusieurs mois avant de vraiment constituer une communauté qui était stabilisée, qui avait vraiment du volume. Maintenant, ça roule, mais il y a 3-4 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Rift est sorti fin octobre. Fin décembre, on avait déjà 10 000 utilisateurs. Okay. Donc on voit qu'on n'est plus du tout sur la même période. Il y a un besoin, et j'en suis ravi, de reprendre le contrôle sur son épargne et se dire, moi, si j'ouvre une assurance vie pour mes enfants, si j'ouvre une assurance retraite pour mon futur, ce n'est pas pour financer une planète avec un réchauffement climatique de 5 degrés. En fait, c'est contradictoire parce qu'en fait, on épargne pour notre avenir. Et on ne finance pas forcément l'avenir dans lequel on veut vivre. C'est exactement ça. Et je pense que s'il y a une phrase à retenir de ce podcast, c'est ça. C'est que si j'épargne pour mon avenir, c'est pour vivre dans le monde de demain dans lequel je m'imagine. Ce n'est pas pour vivre dans un monde dans lequel… Dans un monde 5 degrés. Exactement. Il n'y a plus de neige, plus de glaciers. On peut plus skier, on voit plus d'animaux. Exactement. Il y a des un peu caricatural. Oui, mais la famine s'amplifie, etc. Enfin, un monde… Si vous voulez voir à quoi ressemble un monde à 4 degrés, je vous conseille d'écouter Jean-Marc Jancovici. Ouais. Ça ne donne pas envie du tout. On aimerait bien l'avoir pour un prochain podcast. Non, ça ne donne pas envie du tout. Et donc, moi, si j'épargne, pour mes enfants potentiellement, pour ma retraite, je veux que ça aide à construire le monde de demain. Ensuite, tu parlais des labels. Alors ça, je pense que c'est clé et honnêtement, c'est une problématique qui est très complexe. Et en plus, il n'y a pas que les labels. Dans les manières d'analyser l'engagement d'une solution, il n'y a pas que les labels, il y a plein de choses à regarder. Et en fait, je peux revenir aux fondamentaux de pourquoi on a créé Rift. Je n'ai pas donné encore ce qui nous a poussé à créer Rift. En fait, il y a 3 ans, l'ITA, comme j'ai dit, ça propose des investissements directs dans des entreprises sociales. Donc, c'est des investissements qui ne sont pas liquides, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir et rentrer mon argent quand je veux. Qui ont un grand risque, donc c'est-à-dire que potentiellement ça peut rapporter un montant significatif, mais on peut aussi perdre son argent. Alors, en fait, si on veut diversifier, il faut en faire plusieurs. C'est juste pour rentrer un peu dans le terme technique. Exactement, enfin plusieurs. Et puis moi-même, je ne conseillerais pas à mes parents, à mes amis d'investir 100% de leur épargne sur l'ITA. Il faut toujours qu'il y ait un matelas de sécurité, le matelas qu'on veut pour, j'en sais rien, ouvrir son restaurant, acheter une maison, se faire plaisir, n'importe quoi. Peut-être qu'il faut l'investir dans des supports financiers dans lesquels on peut plus facilement retirer et remettre l'argent. On s'est dit, il faut construire ces produits-là. C'est-à-dire que je ne peux pas investir d'un côté sur l'ITA pour faire de la transition écologique et puis donner mon argent, confier mon argent, à un intermédiaire financier qui va financer des nouvelles exploitations pétrolières. Je veux dire, c'est pas logique, ça ne fait pas sens. Sauf que quand on a voulu construire ces produits financiers, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'indicateur clair qui me permettait, nous en tant que distributeurs, et qui permettait à un particulier de véritablement connaître l'empreinte environnementale et l'impact de son épargne. Donc ça, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on aurait proposé des produits financiers sur lesquels il y avait un joli nom, mais on n'avait pas de manière de savoir si effectivement ça allait dans le sens de l'histoire de l'ITA. C'est pour ça qu'on a créé Rift, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin à la fois de démocratiser un certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui étaient juste en plein balbutiement, et surtout qu'il y avait une nécessité d'uniformisation. C'est-à-dire que si j'ai de l'empreinte carbone qui est calculée par telle personne suivant une méthodologie qui leur est propre pour BNP, que j'ai un autre acteur qui utilise une méthodologie différente pour la Banque Postale, comment je fais pour comparer les deux ? Et donc, c'est là où Rift entre en jeu. En fait, il y a un besoin. Vous avez vous avez la même source de données ou la même méthodologie pour toutes les solutions. Exactement. En fait, on a plusieurs indicateurs, mais on utilise pour chaque produit financier l'ensemble des indicateurs. Et donc là, ça permet d'avoir une uniformisation, de pouvoir comparer la Banque Postale avec le Crédit Agricole, BNP avec la Société Générale. Et donc, c'est ça notre objectif. Et effectivement, quand je suis chez BNP, différents produits pour dire celui-là, en fait, il correspond plus à mes valeurs que celui que j'avais initialement. Et ça, c'est très important, ça, parce que c'est un point auquel on s'est heurté aussi dans le développement de Goodvest.
en fait, on a des fonds qui sont très similaires d'une société de gestion à une autre. Et en fait, quand on regarde l'empreinte carbone qu'indique la société de gestion, elle est très différente parce que la méthodologie est différente. Tout à fait. Justement, il y a plusieurs scopes. Les scopes, ça, on va rentrer là-dedans. Peut-être c'est un peu trop technique. On peut l'expliquer assez simplement, hein, c'est que c'est difficile de mesurer l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est les tonnes de CO2 qui sont émises. C'est si je prends un billet d'avion, un billet de train, il y a marqué tant de kilogrammes ou de tonnes de CO2 émises. Donc c'est grosso modo les équivalents de gaz à effet de serre qui vont faire que la planète se réchauffe. C'est assez compliqué de mesurer ça. Carbone 4, c'est un des leaders en France et il y en a un certain nombre d'autres acteurs qui essayent de faire ces analyses pour les entreprises. Et les analyses, on peut les faire soit au niveau de l'entreprise, ce qu'on appelle le scope 1, soit au niveau des entreprises et de l'ensemble des fournisseurs. Donc les fournisseurs d'électricité, si j'ai un fournisseur qui me fournit une pièce et que moi je la transforme pour en faire une voiture, l'empreinte des fournisseurs. Et le scope 3, c'est tout ce que ça va émettre pendant l'ensemble de sa durée de vie. Donc l'exemple de la voiture, il est vraiment, il est très illustratif. Si je suis Renault, mon scope 1, c'est mes usines. Mon scope 2, c'est l'ensemble des fournisseurs. Donc les phares, ils ne sont pas fabriqués par Renault, ils sont fabriqués par un certain nombre de fournisseurs. Et le scope 3, c'est tout ce que la voiture va émettre tout au long de sa vie. L'utilisateur. C'est compliqué d'avoir ces trois scopes. Il y a un certain nombre d'acteurs financiers qui ne travaillent que sur le scope 1 et 2. Et ça, vous pouvez le voir si vous regardez la fiche récap de vos produits financiers qui a une analyse carbone, ils sont obligés de le marquer. Ouais. Donc ça sera marqué scope 1, scope 2 ou scope 1, 2, 3. Et donc, après, même les méthodes de calcul peuvent différer. Effectivement. Et donc là, vous voyez que c'est problématique si je ne prends pas en compte l'utilisation de la voiture dans la mesure d'impact carbone, il y a un problème. Très clair. Pour revenir rapidement au label, effectivement, le but de Rift, initialement, c'était de créer ces méthodologies qui sont transverses, qui permettent à quelqu'un de vraiment avoir une visibilité et une comparabilité entre l'empreinte environnementale, sociétale des produits financiers. Les labels, c'est un petit peu le premier repère, c'est-à-dire qu'un label, c'est un organisme de contrôle qui a un cahier des charges et qui assure à l'investisseur que le produit financier remplit ce cahier des charges. Pour moi, c'est nécessaire et ça doit aller encore beaucoup plus loin. Il y a l'écolabel européen qui est en train de sortir. Il faut vraiment qu'on continue à faire des labels de plus en plus spécifiques, des labels spécifiquement environnementaux, c'est le cas par exemple de Greenfin, des labels spécifiquement sociétaux, c'est plutôt le cas de Finansol. Par contre, il me semble vraiment clé d'avoir une meilleure communication et une obligation réglementaire de la part des acteurs financiers de communiquer très clairement sur ce que promet le label. Je vous donne l'exemple de l'ISR. Alors l'ISR, déjà, il y a l'ISR non labellisé et l'ISR labellisé. Oui, donc maintenant, il y a de la confusion. Déjà de la confusion. Et l'ensemble des acteurs financiers maintenant ont une gamme ISR. Vous allez chez je mets au défi n'importe qui. C'est censé être obligatoire. N'importe lequel des. Pour les assurances, c'est censé être obligatoire maintenant d'avoir au moins un label, un fonds labellisé. Et donc ils vous proposeront tous une gamme ISR. Maintenant, le degré d'engagement n'est pas le même du tout d'un fonds à l'autre. Pas le même du tout d'un fonds à l'autre, pas le même du tout d'une institution financière à une autre. Par exemple, on peut retrouver dans des fonds ISR du total. C'est totalement possible. Alors là-dessus, il y a un point important, on a développé aussi avec Anne-Catherine. Oui, ça ne m'étonne pas que vous en discutez avec Anne-Catherine. On a beaucoup parlé. Alors ça va encore plus loin, parce qu'en fait, il y a un fonds qui peut être très engagé et avoir du total dans l'hypothèse où ils vont avoir une politique d'engagement actionnarial qui est très forte. Total, c'est un très très bon exemple parce qu'il y a eu l'année dernière une assemblée générale où il y a eu une fronde des actionnaires qui, pour l'instant, sont encore étaient minoritaires dans cette fronde, donc ça n'a pas eu un impact suffisant. Et c'est un point important. Il faut financer les bonnes solutions et il faut aussi changer les moins bonnes. Tout à fait. En fait, moi, ça c'est un petit peu tout le propos de Rift, c'est d'expliquer toutes ces choses-là. C'est pas si évident que ça. Il n'y a pas de solution magique qui ont été trouvées aujourd'hui. Le but de Rift, c'est d'expliquer tout ça pour que chacun puisse prendre sa décision. Mon point, c'est que si je propose un fonds ISR, il faut que j'explique à mon client pourquoi ISR. Pourquoi ISR, dans quoi il a investi. Est-ce que ISR, ça veut dire que j'ai 5% de mes investissements qui vont être super impact et puis les 95% qui vont être un petit peu de fourre-tout. Est-ce qu'au contraire, j'ai 90% sur lequel j'optimise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment clé. De la même façon, tu parles de l'engagement actionnarial, c'est une thématique qui est très à la mode actuellement. Donc l'engagement actionnarial, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, je vais aller aux assemblées générales des plus pourris et je vais monter l'ensemble des actionnaires dans une démarche de transition. Je vais déposer une motion en disant, par exemple, Total, vous allez vous aligner avec un scénario 1,5 degré. Et vous allez pas seulement chaque année nous donner
le chiffre d'affaires, le bénéfice et les dividendes, vous allez nous dire comment vous allez dans cette direction. Ça fait sens en plus économiquement parce que je veux dire, Total sans alignement, dans 15-20 ans, qu'est-ce que ça n'existe plus. Et donc cette thématique-là, par exemple, c'est super intéressant. Mais moi, en tant qu'investisseur, j'ai le droit soit de vouloir choisir d'aller dans cette direction, soit dans une direction. Et ça c'est aussi clé. Donc je pense que la question des labels, aujourd'hui, il existe quelques labels, c'est vraiment le début. Il y a vraiment un besoin d'affiner ces labels, de les encadrer encore plus fort juridiquement, notamment dans la communication qui est faite aux investisseurs. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire sur Rift. Très clair. Bon, pour revenir sur les ambitions de Rift, là aujourd'hui, vous êtes à combien d'utilisateurs et c'est quoi votre objectif? Alors, je ne sais pas te dire aujourd'hui. Moi, j'ai regardé juste avant les vacances, on était un petit peu au-delà de 10 000, on doit être à 12-13 000 aujourd'hui. L'ambition, c'est d'avoir une part significative du marché des épargnants. C'est-à-dire qu'on pense que les épargnants ont un pouvoir de changement systémique. On travaille avec les institutions financières, avec les autorités régulatrices parce qu'il y a besoin, mais on pense que l'impulsion pour que ça aille vite, elle doit venir des consommateurs, des épargnants. Ça veut dire quoi une part significative du marché? Ça veut dire à peu près 1 million d'utilisateurs. En dessous de ça, on a déjà des réponses des institutions financières. J'ai encore eu une grande banque qui m'a écrit pour qu'on se rencontre parce qu'il y a des utilisateurs qui ont envoyé des emails et c'est remonté jusqu'à la direction nous appelle. Donc on voit que ça réagit assez vite avec 10-15 000 utilisateurs déjà. Si on passe le cap des 100-500 000, voire 1 million, là on peut vraiment opérer un changement systémique et avoir des acteurs majeurs qui prennent des engagements pour retenir leur clientèle. C'est ça notre objectif principal avec Rift. Très clair. Ok, donc là justement, sur le dialogue que vous entretenez, c'est ma question suivante, donc c'est parfait, avec les banques ou avec d'autres solutions, c'est quoi les axes de discussion? Alors le premier axe, je ne peux pas encore citer la banque parce que c'est confidentiel, mais on a une première banque dans laquelle on est en train de collaborer, avec laquelle on est en train de collaborer pour avoir un accès plus large à leurs données, pour avoir une étude plus fine de leur empreinte carbone. Et donc ça, c'est quand même une super nouvelle. 2 mois après le lancement, on a déjà un premier acteur qui ouvre les données. C'est vrai que j'en ai assez peu parlé, mais le premier enjeu majeur, c'est l'accès à la data. Alors, pour construire Rift, on a dû acheter des bases de données à des fournisseurs américains. Ça nous a coûté plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. On a dû travailler avec 4-5 acteurs différents pour reconstruire des données qui sont à destination du grand public. Et ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. Et encore, il nous manque encore des données et ça devrait être un bien commun. Donc ça, c'est le premier dialogue qu'on entretient avec ces acteurs financiers. C'est de dire, voilà, on a construit cette application, voilà les analyses qu'on a. Elles sont faites sur ces données qu'on a dans vos rapports. Est-ce que vous pouvez nous donner accès à plus de données pour donner plus de transparence à vos utilisateurs, avoir une analyse qui est plus fine? Il y a une banque aujourd'hui qui a accepté de collaborer et qui est en lien avec nos partenaires pour affiner cette analyse et sur laquelle on a déjà rentré un certain nombre de données. Il y a un certain nombre d'autres banques qui sont, en tout cas les interlocuteurs avec lesquels je discute dans ces banques, on sent qu'il y a un vrai besoin, une vraie volonté de transition. C'est un chantier qui est déjà opéré, ils ne nous ont pas attendu, pour être honnête. Le problème, c'est peut-être la vitesse, la cinétique de l'opération. C'est qu'ils ont déjà commencé il y a 1, 2, 3 ans et c'est le temps que ça prend pour véritablement avoir des changements de politique d'investissement et une empreinte environnementale qui est plus durable. Et donc, nous, on travaille avec eux pour pouvoir à la fois comprendre quelles initiatives ils mettent en œuvre, également mieux renseigner dans notre application, par exemple la partie Agir, pour véritablement comprendre comment ils développent leur gamme ISR et l'expliquer le plus précisément possible aux utilisateurs. Et on l'espère demain aussi aider ces personnes qui travaillent dans ces grandes institutions à convaincre les comités de direction, les comités exécutifs de prendre des engagements très concrets. Et ça, c'est peut-être la prochaine étape. La première étape, c'est l'accès à la donnée. La prochaine étape, c'est d'avoir d'une grande banque, d'un grand assureur, un engagement concret pour ses clients en termes de transition écologique ou sociale. Très clair. Donc vous n'avez pas vraiment de concurrents en France. Est-ce qu'il y a des solutions similaires à Rift qui ont vu le jour ailleurs? Que je connaisse, il n'y a pas de solution équivalente. Et en Europe, je suis à peu près sûr, notamment parce que les acteurs avec lesquels on discute sont très étonnés qu'on ait réussi à sortir ce produit. Okay. Dans le monde, je ne saurais pas dire. Il y a des initiatives qui partagent une partie de ce qu'on fait. Mais des initiatives totalement similaires, je ne pense pas. Notamment, et je pense la grosse spécificité de Rift,
par rapport à ce qu'on peut voir sur Internet à nombreux égards, c'est qu'on fait une analyse qui est vraiment spécifique aux produits financiers de l'utilisateur. Donc moi, vraiment, je vais rentrer mon livret A, mon livret B, c'est personnalisé. Et c'est spécifique à chaque produit. On n'a pas fait une moyenne sur une banque ou sur un secteur, on fait vraiment une analyse par produit. Et ça, je pense que c'est la vraie spécificité de Rift par rapport à l'ensemble des autres solutions qui existent. Pourquoi? Parce que souvent, les analyses qui sont faites, elles sont faites pour les institutions financières. Et les institutions financières, ce qu'elles veulent, c'est potentiellement avoir des changements dans leur politique d'investissement globale, pas produit par produit. Ça n'intéresse que les particuliers et aujourd'hui, il n'y a pas d'information pour les particuliers. Néanmoins, par exemple, je peux citer, et c'est une tendance de fond, donc c'est normal qu'il y ait d'autres initiatives qui puissent être comparables, qui émergent. En Allemagne, il y a une plateforme qui s'appelle MyFairMoney et qui fait un travail qui est similaire à ce que fait Rift, mais qui est généraliste, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un bilan personnalisé par utilisateur. En fait, ça tombe bien parce que MyFairMoney, ça a été développé par 2 Degrees Investing, qui est un partenaire sur Rift, et donc on va créer des synergies. Le but, c'est de ne pas faire l'erreur que parfois l'économie sociale fait, de créer des centaines d'initiatives qui font trop concurrence les unes avec les autres. Et nous, on a toujours été dans la collaboration Lita.co. C'est pour ça, et on collabore déjà avec 2 Degrees de façon assez étroite pour pouvoir potentiellement répliquer Rift en Allemagne et pour que lors de la réplication de MyFairMoney en France, il y ait des ponts qui soient faits. Je peux citer un deuxième exemple qui est américain, de mémoire, qui s'appelle Open Invest. Je crois. Ouais. Ok, je connais bien. Et qui ne fait pas du tout la partie analyse d'impact, mais qui de la même façon va essayer de proposer des produits financiers. C'est plutôt les conseils financiers en fait. C'est plutôt ça la partie qui doit être plus proche de ce que vous essayez de faire. Qui est plus proche de ce qu'on fait, sauf que du coup, voilà, exactement, ils font du B2B. Ils ont plutôt la partie conseil. Mais du coup, en fait, vous avez quand même des points communs avec eux, parce que si vous dialoguez avec les banques ou avec d'autres acteurs, c'est une partie similaire à ce qu'ils font. Tout à fait. Donc, il y a des petits bouts d'initiatives, pas de produits qui sont totalement similaires. Après, moi, j'espère qu'il y en aura. Il faut que… Parce que ça veut dire qu'on aura accès à la donnée. Pas seulement en France. Non, oui, exactement. Et puis, ça veut dire qu'on aura un meilleur accès à la donnée. Moi, je suis persuadé que les vraies embûches que j'ai prises sur les derniers 18 mois, c'est de galérer pour trouver cette donnée, qu'elle ne soit pas forcément accessible, qu'elle soit pas accessible et chère. Donc là aujourd'hui, on peut voir quelque part que c'est indiqué que c'est encore une version bêta, même si c'est déjà bien plus qu'une version bêta, je trouve. Donc votre axe de développement principal, là aujourd'hui, c'est la donnée, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, concrètement, depuis la sortie, on est passé de 5000 produits référencés à un peu plus de 10 000. Ok, donc déjà doublé. Et il y en a beaucoup des produits financiers, donc c'est important. On est passé d'à peu près 2/3 des contrats d'assurance vie en France à l'ensemble des contrats d'assurance vie en France. Tous les contrats d'assurance vie tous les contrats sont des… sauf si j'ai fait une petite erreur dans l'import, mais normalement, tout est disponible. Et si ce n'est pas disponible, vous pouvez l'écrire sur l'application et je ferai du mieux possible pour les intégrer. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est… On a encore un certain nombre de calculs à faire parce que ça prend du temps. Faire du calcul sur 10 000 produits financiers, ça prend du temps et donc on a intégré tous ces produits-là et on intègre au fur et à mesure des données dessus. Donc il nous en manque encore quand même un certain nombre pour être honnête, où on intègre tous les jours les calculs. Les 2 grands axes à court terme également qu'on va développer, donc je parlais des zones géographiques dans lesquelles les produits financiers sont investis. Là pour l'instant on voit les secteurs, il me semble, l'empreinte carbone, on ne voit pas forcément la géographie. Non, exactement. Alors on ne la voit pas encore. En fait, les données, j'ai fini de les compiler fin d'année dernière et donc on va les intégrer dans l'application. Donc les personnes, un jour, en revenant sur l'application, verront qu'ils ont les zones géographiques. Et également, il y a un indicateur assez innovant qui s'appelle l'exposition au risque climatique. Donc c'est un indicateur qui permet de mesurer dans l'épargne pas quel est le risque sur les marchés financiers, mais plutôt quel est le risque à moyen terme vis-à-vis de la transition écologique. Donc par exemple, si je finance une entreprise qui a des usines au Vietnam, très probablement la montée des eaux, ça peut être un problème pour ces usines-là. Parce que le Vietnam est un pays qui est très bas comme les Pays-Bas et où en gros s'il y a 1 mètre de montée des eaux, il y a la moitié du pays qui disparaît. Enfin la moitié je ne sais pas, mais en tout cas une partie significative du pays qui disparaît. Et donc ça va mesurer ce risque-là et c'est aussi dans la même logique que si j'investis pour construire le monde de demain, si j'investis souvent, c'est sur du long terme. Oui. Donc on voit souvent Sinon, il ne faut mieux pas investir et faire de l'épargne de précaution. Si on investit pour 1 an, ce n'est pas la peine. Exactement. Et donc,
On est sensible aux courbes du CAC 40, on voit ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est plus compliqué d'avoir une vision sur ce qui va se passer dans 10, 15, 30 ans. Voilà. Nous, on pense que le changement climatique, ça sera des leviers clés pour comprendre comment vont évoluer les marchés financiers dans 20, 15, 30 ans. Et donc, c'est un indicateur également qui a été développé par Carbone 4 et qu'on est en train d'intégrer au fur et à mesure. Tu as raison, une version bêta, en fait, par rapport à la plupart des acteurs, on est quand même très au-delà d'une version bêta. Maintenant, on attend de se sentir tout à fait à l'aise sur l'ensemble des données, d'avoir eu le temps de traiter tous les retours utilisateurs. Avant de revendiquer une version ouais. Il faut savoir que moi, j'ai reçu environ 600 mails d'utilisateurs. Donc, il y avait aussi des félicitations et ça, c'est très chouette. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur. Il y a aussi des limites, forcément. Mais des limites, des demandes de nouveaux produits financiers. Quand je dis les limites, ne viennent pas de n'importe où. Des suggestions d'amélioration, etc. Et donc, ça, on est en train de les traiter pour avoir un produit qui est vraiment très clair. Clean. Très bien. Donc pour revenir un petit peu, pour ouvrir sur la fin de ce podcast, est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi, sur ton engagement, quelle est ta dernière bonne action, alors pas seulement action écolo, mais ça peut être autre chose, une action sociale, et aussi quel est ce que tu dois améliorer pas sur Rift, mais sur le plan personnel. Alors dernière action, je vais en citer deux, mais une qui est plus de long terme, qui me paraît important, moi en tout cas qui me coûte. C'est que ça fait 4 ans et demi que j'ai pas pris l'avion et donc avant j'avais moins conscience de l'impact écologique de l'aviation. Je reprendrai sûrement l'avion quand même un jour, mais là depuis quelques temps il n'y a pas beaucoup de monde qui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pris l'avion. Mais en gros depuis que je suis revenu des Philippines j'ai pas pris l'avion. Okay. Donc c'est je pense ma plus grande action écologique. Après sur le plan on peut peut-être changer un petit peu de thématique sur le plan social. Moi j'engage vraiment tout à chacun à discuter avec des personnes qui sont dans des situations différentes. Donc avec la Fourmilière notamment, par exemple, on travaille avec les personnes qui sont en situation de migration, les primo-arrivants. On travaille également avec des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un toit permanent. Et alors moi, j'appelle même pas ça une bonne action en fait, parce que échanger avec ces personnes-là, travailler avec les associations comme dans ma rue, comme Kabou avec lesquelles on travaille, c'est juste des purs moments de bonheur, des moments qui nous sortent un petit peu du quotidien. Donc, j'appelle même pas ça une bonne action, mais en tout cas, peut-être un engagement social que j'ai régulièrement et que j'engage les personnes à faire, parce que c'est beaucoup plus sympa de discuter avec quelqu'un dans la rue plutôt que de l'éviter du regard. Je suis d'accord avec toi. Et enfin, qui aimerais-tu écouter dans le prochain podcast de Monétique? Alors, à mon avis, la personne qui est la plus éclairante que je connaisse pour comprendre comment fonctionnent les marchés financiers pour quelqu'un de lambda, c'est Gaël Giraud. Alors, je sais que c'est quelqu'un qui est très peu disponible, mais je fais de la pub pour un autre podcast, mais il a fait notamment une intervention sur Thinkerview il n'y a pas bien longtemps, et je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement pédagogue. Moi, c'est les premiers. J'ai pas une formation d'économie, donc les premières connaissances sur la finance, les ai eues à travers son livre Illusion financière, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est très éclairant. Si on veut parler plus de changement climatique, tu parlais de Carbone 4, moi je pense quand même que Jean-Marc Jancovici, on peut être d'accord avec toutes ces théories, on peut être en désaccord avec un certain. Un jour on va la voir sur le podcast. Mais en tout cas, pour le coup, c'est le plus occupé, je pense. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est pareil, qui est très pédagogue, qui arrive à expliquer des enjeux complexes de façon très simple. Et je pense que c'est un peu ça la clé. On a eu beaucoup trop l'habitude de dire laisser faire les professionnels. Moi, je pense que la transition écologique et sociale, c'est l'affaire de tous. Très bien. C'est une magnifique phrase de fin. Merci beaucoup Léo pour son intervention sur Monétique, qui est le podcast de la finance éthique. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/monétique, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans 2 semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique.